Rebonsoir à tous et bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre pour Makandi. Ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, ce sont les auditeurs de Guyane Première, la radio, et également tous ceux qui sont branchés sur le numérique. Merci d'être aussi nombreux et de nous suivre. Et d'ailleurs, continuez à réagir grâce au QR code qui s'affiche juste ici. Vous venez le scanner et vous participez à l'émission de Makandi. Wouhou! J'enlève le lasso, hop, le voilà, il est arrivé. Faut être patient. Allez-y, vous le scannez, on passe l'émission ensemble. Vous n'étiez pas là en première partie d'émission. Alors vous avez loupé le voyage de Louis qui nous a emmenés dans des endroits extraordinaires, des destinations insolites en Guyane. Nous avons également Valérie Bontou qui, lui, chargé de mission au développement du Nub Lab, nous donne rendez-vous pour le 7e anniversaire. Ça se passe à Cayenne le 14 octobre à partir de 8h. Et pour l'heure, Jean-Paul Lepelletier pose la question: la planète brûle, la Guyane menacée? Justement, avec ses invités de deuxième partie, Patrick Rançon, prévisionniste de Météo France, et notre invité fil rouge, c'est Éric Bourdin, défenseur du climat. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, effectivement, Sango, dans son dernier rapport à l'Organisation météorologique mondiale, pointe les vagues de chaleur et la fumée des incendies de forêt. On n'en a jamais autant vu que ces derniers mois. 2023 sera sans nul doute l'année la plus chaude, selon les températures relevées depuis qu'existe l'OMM. Selon cette agence onusienne, toujours, l'Europe s'est réchauffée de 2,3 degrés, c'est énorme, depuis le début du XXe siècle. L'Asie et l'Afrique, de leur côté, connaîtront des vagues migratoires sans précédent du fait des sécheresses ou des inondations. Alors, et la Guyane dans tout cela, c'est vrai, il fait chaud, c'est vrai. Il fait très chaud. Mais sommes-nous à l'aube des catastrophes annoncées par l'ONU ailleurs dans le monde? Quelle attitude adopter et quels gestes faire pour éviter ces fameuses catastrophes? Nos invités vont y répondre. Et justement, Patrick Rançon, vous êtes responsable de l'unité de prévision de Météo France. Vous nous faites d'ailleurs régulièrement un point explicatif de la situation du temps en Guyane. Et Éric Bourdin, connu comme pharmacien, mais surtout ardent défenseur de la biodiversité guyanaise et activiste au sens littéral de la transition écologique. Ça va? Messieurs, bonjour. Il fait chaud? Très chaud, c'est vrai, franchement. Trop chaud. Trop chaud, même, peut-être, pour certains. Ah. Alors, est-ce une situation normale ou exceptionnelle, Patrick Rançon? Et si oui, quelles en seraient les explications? Alors, déjà, on est en saison sèche, la période traditionnellement la plus chaude de l'année. On est fin septembre, on est dans la période où il fait le plus chaud. Mmh. Ensuite, situation particulière aussi, on est dans une phase El Niño depuis le mois de mars-avril. Et traditionnellement, pendant les phases El Niño, la saison sèche est beaucoup plus ensoleillée, avec moins de nuages et donc nettement plus chaude. Mmh. En plus de ça, on a observé en début de semaine des vents un peu faibles, plutôt orientés au sud-est, ce qui explique le pic de chaleur qu'on a pu connaître de lundi à mardi. On a eu une température qu'on n'avait jamais observée en Guyane lundi après-midi. Combien, ouais, ce que j'allais dire. À Saint-Laurent, au plus chaud de la journée, lundi, on a relevé une température de 38,8 degrés. Ah ouais. C'est la température la plus élevée relevée en Guyane. Je voulais revenir très rapidement sur le El Niño. J'ai vu qu'il s'était donc par cycle, qui pouvait être entre 2 et 7 ans, donc qui revient. C'est quelque chose que je n'ai pas le souvenir qu'il y a des années, 2 à 7 ans en arrière, on était aussi sur des pics aussi chauds qu'aujourd'hui. On a eu le El Niño 2015-2016, en 2019 aussi. Et traditionnellement, les saisons sèches sont plus marquées, mais toutes les explications que je vous ai données ne suffisent pas à expliquer cette température particulièrement élevée. Le changement climatique, le réchauffement global qui concerne la planète entière n'épargne pas la Guyane. Et donc, ces températures particulièrement chaudes relevées en début de semaine s'inscrivent bien dans un contexte de changement climatique. Mondial. On a bien remarqué en Guyane que toutes les températures les plus élevées qu'on ait observées, ces observations elles datent surtout après les années 2010. On a vraiment un réchauffement progressif qui se fait. Et d'après nos mesures, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, soit sur 70 ans, la Guyane, ça s'est moyenné sur un nombre de stations qui représentent bien le département, on a gagné près d'1,6 degré. C'est déjà conséquent. Ah oui. Justement, vous avez, toujours Patrick Rançon, vous avez présenté un rapport qui a été fait et sorti récemment, en fin 2022, mais et ajusté, qui s'appelle Guya Climat. Vous pouvez nous en dire un mot? Quels sont les principaux
constat que fait Guyane Climat, qui va jusqu'à 2100, je crois. C'est un rapport très épais, très, très complet, une masse de données impressionnante. Mais pour faire très court, ce rapport a été mené en partenariat avec le BRGM. Le BRGM s'intéressait plus particulièrement à l'élévation du niveau marin, une autre conséquence du réchauffement climatique. Et à Météo France, c'était le volet météorologique avec l'évolution des températures jusqu'à l'horizon 2100, l'évolution des précipitations, le vent et les vagues. Bon, les paramètres qui vraiment sont les plus impactants, c'est l'évolution de la température et de la pluviométrie. Et selon les scénarios, entre un scénario médian et un scénario pessimiste, on aurait une température qui, à l'horizon 2100, pourrait s'élever entre plus 1,5 et plus 4,5 degrés. Par rapport aux températures moyennes relevées aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on relève sur la période 1980-2014, assez proche d'actuellement en effet. Déjà là on voit que normalement la moyenne haute c'est du 36 degrés. Si lundi là on est arrivé à du 38 degrés sur Saint-Laurent, on est vraiment proche des 2 degrés de différence. Pour vous donner une idée, dans le scénario pessimiste, cette température de 38 degrés que l'on considère comme exceptionnelle aujourd'hui, sera plutôt la moyenne des températures maximales qu'on attendra au mois de septembre-octobre à l'horizon 2100, selon le scénario pessimiste. Est-ce que vous confirmez qu'on est dans le scénario pessimiste ? Là, c'est difficile à déterminer dans quel scénario on se situe. Ça dépend des politiques à venir, des politiques des différents États au niveau des gaz à effet de serre, des rejets. Mais la trajectoire actuelle laisse peu de chance au scénario optimiste de se produire. Donc on a focalisé notre étude sur le scénario médian et le scénario pessimiste, le SSP2 et le SSP5. D'accord. On rappelle donc que les conclusions de cette étude, c'est grosso modo entre 2 au mieux degrés. Et 4 degrés au pire. Et il y a aussi une évolution significative de la pluviométrie, avec en fait les 2 périodes sèches de l'année qu'on cible autour du petit été de mars pour la première, qui va devenir probablement beaucoup plus long, mais là, ça sera plutôt dans la deuxième moitié du XXIe siècle, particulièrement après 2050, à tel point que la terminologie des saisons pourrait changer. On pourrait peut-être parler de petit été de février-mars, voire de petite saison sèche. Et en parallèle, la grande saison sèche, qui s'étire traditionnellement de août à fin novembre, va devenir beaucoup plus longue et plus intense. Donc on aura 2 périodes sèches assez marquées dans l'année. Et on assiste, alors c'est vraiment, je parle en néophyte, mais on assiste néanmoins entre ces 2 périodes à une augmentation du niveau des pluies pendant la période qui n'est pas de saison sèche. Est-ce qu'on va avoir des précipitations plus importantes pendant cette période-là ? À ce niveau-là. Mais la saison des pluies, la période avril-mai-juin, c'est la saison qui changera le moins dans l'année. C'est-à-dire qu'on gardera toujours ce pic pluvieux de avril, mai, juin. Alors, l'Amazonie, on le sait, tout le monde le sait, c'est le poumon de la Terre. Grâce à la forêt, vous parlez justement de ces moments beaucoup plus secs, qui vont être beaucoup plus longs. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur notre forêt ? On n'aura plus d'arbres, ça va se transformer en savane ? Est-ce qu'on peut avoir des feux de forêt ? Alors, au niveau de l'Amazonie, c'est des choses qu'on a peut-être remarquées dans le sud de l'Amazonie actuellement, où sous l'effet du réchauffement et de la diminution de la pluviométrie, il y a peut-être ce qu'on appelle un processus de savanisation. Oui. Il est clair que pour la Guyane, si la hausse des températures se poursuit, avec des saisons sèches plus tranchées, la forêt, il y a une menace pour la forêt. Mais à mon avis, c'est surtout des recherches complémentaires qui doivent être menées. D'accord. C'est un peu l'esprit du projet Guyane Climat. C'est un socle de connaissances mis à la disposition de tous, des organismes de recherche, des urbanistes qui peuvent faire des études d'impact sectoriel pour construire la Guyane de demain qui devra être adaptée à ce changement. Et donc, pour la forêt, elle est menacée, clairement, mais il y a des recherches à venir qui doivent être menées. Mais quel type de mesures anticipatives ou préventives peuvent être mises en place, du coup, pour contrer ces informations inquiétantes ? Ben là, je pense que c'est plutôt M. Bourdin dans la lutte. C'est une question, déjà, effectivement. pour revenir sur ta question qui est très pertinente, est-ce que les forêts peuvent brûler ? Donc, on parle des études. Donc, on aurait des souhaits que ça ne brûle pas, sauf que si on prend l'exemple de la métropole ou d'autres parties du monde, comme par exemple le Canada, on a eu des incendies en Bretagne. Oui. On se dit qu'il ne pourra jamais avoir d'incendie en Bretagne. Donc, on parle aujourd'hui de 2050-2100, mais on peut très bien, à cause de phénomènes météorologiques,
D'accord, et non pas humain. Non, pas humain, la forêt brûle, la forêt amazonienne brûle, c'est le fait de l'homme, la déforestation humaine. Concernant justement les incendies, par exemple, soit en Bretagne, soit par exemple au Canada, ou alors par exemple en Sibérie, c'est des endroits qu'on pensait ne jamais brûler. Sauf que, par exemple, là, on pourrait faire le parallèle avec la Guyane. On se dit qu'a priori, ça va peut-être pas brûler, sauf que c'est pas une certitude. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, par exemple, avoir une sécheresse beaucoup plus intense et avoir un incendie de forêt sans qu'on ait eu de précédent auparavant. Il n'y a jamais eu de précédent en Bretagne de ce type-là. C'est vrai. Donc, et par exemple, au Canada, c'est des dizaines ou des centaines de milliers d'hectares qui ont brûlé. Oui, c'est vrai, qui continuent de brûler encore actuellement. Alors justement, pour revenir un petit peu à la question de Loïc, les moyens les plus souvent cités, on en a parlé tout à l'heure, il faut réduire les gaz à effet de serre. Bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails techniques. La question que je voudrais poser à Éric Bourdin, c'est comment on peut, en tant que citoyen, très directement, concourir, si ce n'est à limiter, au moins s'adapter à ce qui va se passer demain. Quel conseil vous pourriez donner aux Guyanais à mettre en œuvre dès aujourd'hui? Là où il faudrait commencer, alors moi ce que je conseille aux Guyanais, c'est de sortir de chez eux, de commencer à courir dans tous les sens et de commencer à crier. Parce que aujourd'hui, les élus, ils sont soit pas formés sur les notions climatiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut former les élus, les fonctionnaires au sujet climatique, mais ils ont une formation minimale. Et c'est eux qui prennent les décisions. Aujourd'hui, dans les élus de Guyane, une partie des responsables politiques de Guyane, il y en a qui sont encore climato-sceptiques. Et les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont tellement impactantes que c'est compliqué pour nous, citoyens, de pouvoir réagir. On prend l'exemple de la centrale thermique du Larivot. On prend l'exemple des centrales biomasse. Quand vous avez ces modes de production d'énergie qui sont, dans le cas des biomasses, des énergies renouvelables, mais qui ne sont pas décarbonées, vous allez balancer des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, à côté de ça, quand on demande aux citoyens de faire quelque chose, la première chose qu'il faut faire, hormis paniquer, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut demander des comptes à vos élus, demander des comptes à l'État. Rappelons que le même Macron qui a dit... Alors, je vais venir justement. Justement, puisqu'on parle des élus, et on en parle positivement. Le premier d'entre eux, en tout cas en France, c'est le président de la République. Vous l'avez certainement entendu comme moi dans son discours et son engagement pour le climat il y a à peine 48 heures. Bon, lui, il a dit on ne peut pas faire donc de l'écologie punitive. On ne peut pas. C'est le même Macron. C'est-à-dire, je vous laisse y répondre, mais c'est-à-dire, effectivement, là, il parlait de pompe à chaleur par rapport aux chaudières. Il n'y a pas de chaudière en Guyane, enfin, pas pour se réchauffer en tous les cas, mais ce que je veux dire aux chaudières à gaz, mais ce que je veux dire par là, c'est un peu le même choix, ce choix de la biomasse, ce choix de la centrale du Larivot, c'est dans un cadre contraint, contraint par d'autres choses. Ah non, au contraire, c'est un manque d'anticipation des élus. Ah oui, mais une fois qu'on a manqué d'anticipation, on se retrouve avec une situation critique. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils font pas le boulot et après on doit accepter ce qu'ils nous donnent. C'est pas logique. L'histoire de la biomasse, on vous dit quoi? On vous dit il vaut mieux brûler un arbre plutôt qu'il pourrisse dans la forêt, et donc c'est entre guillemets écologique. Sauf que on considère un peu simpliste comme définition. Non, mais en fait, ils considèrent. Si vous regardez en fait l'histoire de la biomasse, ils considèrent que la biomasse c'est neutre. Parce que il y a du réalisme. On aura l'occasion d'en reparler sur ce sujet. On va revenir au climat, mais on aura l'occasion d'en reparler, Eric. Alors pour finir sur Macron, Macron a dit mon deuxième mandat sera écologique et climatique, sinon il ne sera pas. Il a dit également nous ne sommes pas des Amish. Il a dit également je ne savais pas que le réchauffement climatique était aussi grave. Et là, en réalité, ce ne sont pas des personnes qui sont venues pour apporter des solutions. Vous avez un exemple à donner d'un pays qui, pour vous, trouve grâce à vos yeux dans sa politique vis-à-vis du climat? Un exemple? Il n'y a que le Costa Rica. Le Costa Rica. Pourquoi? Parce que le Costa Rica a mis en œuvre une politique énergétique très ambitieuse sur les énergies renouvelables, non carbonées.
Et c'est actuellement le seul pays qui est neutre en carbone. On retient le Costa Rica, on en rediscutera. On a d'ailleurs des Guyanais qui vivent au Costa Rica et qui vont et qui font l'aller-retour tous les 4 mois voilà. en augmentant leur empreinte carbone. Ils peuvent pas venir en vélo. Hein. En tout cas, on est vraiment dans un débat. Ouais, c'est chaud ici sur le plateau parce que forcément, on parle de la chaleur, du réchauffement climatique et des répercussions ici en Guyane. La planète brûle. La Guyane est-elle menacée? On en parle ce soir avec nos invités, bien sûr, de deuxième partie. Je rappelle, c'est Patrick Rançon, prévisionniste de Météo France, et notre invité fil rouge, Éric Bourdin, défenseur du climat. Et vous pouvez vous aussi, bien sûr, participer, réagir à l'émission en scannant le QR code qui s'affiche juste ici avec votre téléphone portable. Revenons un petit peu justement sur ce climat. Est-ce que quand on voit qu'effectivement les températures montent, qu'elles ne vont pas s'arrêter, qu'on fait des prévisions jusqu'en 2100, et ça peut faire un petit peu peur, comment on va pouvoir s'adapter? Est-ce qu'on sera toujours, le territoire sera toujours vivable? Est-ce qu'il va falloir qu'on change nos habitudes, qu'on vive la nuit, qu'on vive près de la mer ou loin de la mer, sous terre? Ça, c'est un sujet, l'adaptation à la température plus élevée, quoi. C'est vraiment un sujet que Météo France prend vraiment à cœur. Il y a une thèse qui vient d'être initiée sur le risque d'hyperthermie. Ouais. L'hyperthermie, c'est quand la santé est menacée directement par la température trop élevée, et l'humidité aussi souvent. Donc il y a une thèse en cours sur le risque d'hyperthermie dans les territoires ultramarins. Et qui va croiser des données dans les territoires ultramarins, spécifiquement. Oui, spécialement pour les territoires ultramarins, qui va croiser des données de santé publique et des données météo dans le cadre du changement climatique. Donc c'est avec des résultats qui seront intéressants. Actuellement, on surveille aussi beaucoup les températures, l'évolution des températures. Notamment, on s'intéresse aussi aux nuits chaudes. Oui. En Guyane, il ne faut pas penser qu'aux journées où la température maximale est élevée, mais il y a aussi les nuits chaudes. On a observé ça un petit peu au mois d'août, quand il y avait des nuits bien ventées. Le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 27 à 28 sur le littoral. Et aussi, il y a un processus en cours. On réfléchit à la vigilance canicule qui n'est pas appliquée dans les territoires ultramarins. Oui. On réfléchit à l'adapter aux territoires ultramarins. Mais là, on se rend bien compte aussi que chaque territoire ultramarin, la Guyane a ses spécificités. La Réunion, c'est autre chose. Des fois, il y a des alizés, des secteurs où il n'y en a pas. Et la Guyane aussi, on ne peut pas faire la même chose peut-être dans la Guyane de l'intérieur et dans la Guyane du littoral. Donc c'est quelque chose qui ne se décline pas du jour au lendemain. Les résultats de la thèse seront intéressants à ce propos. Et donc, on pourrait avoir des alertes météo orange, rouge. Donc voilà, oui. En Guyane, comme ça peut exister, alerte incendie, alerte submersion. Il ne faut pas, par exemple, il ne faudrait pas qu'on lance une vigilance saisonnière qui démarre au mois de septembre tous les ans pour se terminer fin novembre. Oui, c'est plus de la vigilance. On appellerait ça la saison sèche et il fait chaud, quoi. Donc il faut réfléchir au seuil. Mais vraiment, ces sujets de changement climatique sont vraiment pris en compte dès maintenant avec des prévisions pour les risques de feu de végétation, la surveillance de l'étiage. On travaille déjà beaucoup là-dessus. Et Guya Climat propose vraiment une base de données qui pourrait servir à ceux qui vont bâtir la Guyane de demain, en s'appuyant sur ces résultats, avec des études d'impact sectoriel, des recherches plus poussées sur la forêt, sur l'hyperthermie, sur l'évolution du monde agricole aussi, c'est aussi un sujet. Après, il y a un truc qui est très important, c'est que là, on parle... nous avons une discussion entre nous. Nous sommes des CSP+. Là, dans le studio, il fait hyper froid. La clim est hyper forte. Oui. Il y a une différence entre comment vivent du problème de justice sociale, comment vivent ceux qui ont l'accès à la clim, à des constructions bioclimatiques, et ceux qui vivent dans des passoires thermiques, sous des tôles, etc., qui souffrent. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'appréhendent pas les conséquences climatique du climat. Parce qu'en réalité, pour eux, il suffit d'appuyer sur le bouton de la clim pour ne rien sentir. C'est pareil dans l'été. Quand il fait trop chaud ou qu'il y a des incendies en Grèce, les gens ils vont prendre leurs vacances en Irlande. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on joue au chat à la souris. Sauf les Grecs, quand même. Comment ? Sauf les Grecs, quand même. Enfin, les Grecs, même s'ils vont en Irlande, ça brûle chez eux. Ah, mais tout à fait. Ouais. Mais c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, on fuit nos responsabilités. C'est clair. Et c'est ce que disait Chirac. Pas faux. Notre maison à terre brûle et nous regardons ailleurs. C'est pas faux. Loïc ? D'où ma question, du coup, je voulais savoir si vous pouvez me renseigner là-dessus. Je sais qu'il y a des mesures qui sont faites sur les températures dans la commune de Saül. Est-ce que vous voyez une augmentation significative, comme sur les communes du littoral, sachant que c'est un village qui est situé en cœur de la forêt ? À Saül, il fait un peu plus frais, mais c'est vrai que c'est quand même très peu urbanisé. Et aussi, il y a une certaine altitude. Je crois qu'on est à 220 mètres. Donc,
Mais on a constaté, mais ça, on est vraiment en train de caractériser, c'est un travail important, le changement climatique observé. À Saül, on a de la chance, on a des données historiques depuis le début la fin des années 50. Et je crois qu'on a vraiment constaté une hausse aussi. Saül n'est pas épargné. C'est malheureux. Alors, on parle beaucoup du littoral. Moi, j'ai entendu ça pendant toute ma jeunesse, que la Guyane était en dessous du niveau de la mer. Avec le réchauffement climatique, il va y avoir une montée des eaux. Et voilà. Est-ce qu'on risque de se retrouver sous les eaux, nous aussi, devoir se déplacer du littoral et aller vivre plus du côté de Saül? Guyane Climat étudie, je crois, cette partie. C'est le volet, en fait. C'est un partenariat Météo France-BRGM. Et le BRGM s'est focalisé sur l'élévation du niveau marin et le risque de submersion chronique jusqu'à l'horizon 2100 dans les zones basses. Et si c'était là, ils en parleraient beaucoup mieux. Mais pour faire très court, on attend une hausse moyenne du niveau marin à l'horizon 2100 de plus 84 cm par rapport à la période actuelle. Et ils ont identifié des secteurs dans les communes de Cayenne, de Kourou. Le recul du trait de côte, il y a ça d'une part. C'est autre chose. Le trait de côte pourrait évoluer, phénomène, mais aussi on a remarqué ça en début septembre quand il y a eu la très grande marée. Oui. On a été appelé par l'EMIS nous a appelé pour nous signaler des inondations dans certains secteurs. Oui. En fait, c'était une submersion par très grande marée. Mais donc, c'est phénomène de marée qui gagne 80 cm, elle va inonder des quartiers avec une superficie plus grande dans la ville. Exact. Ça s'est produit il y a quelques semaines, alors qu'il n'a pas plu et que dans Roura, où l'un des quartiers de Cayenne était effectivement... À ce niveau-là, le danger est bien plus fort si on a un phasage grande marée, forte pluie. Okay. C'est ce qui arrive de temps en temps à Cayenne, et là, c'est sans conséquence. Après, il faut bien comprendre que, par exemple, la science, c'est une question de fait. Donc, c'est une question de fait. Ils apportent des datas, des études pour que à la fois les élus, l'État, les entreprises et les citoyens, effectivement, c'était le sens de votre question, puissent s'emparer de ça pour pouvoir réagir. Sauf qu'aujourd'hui, les pétroliers savent que le réchauffement climatique est dû à l'utilisation des énergies fossiles depuis 1972. Oui, même avant. Le GIEC, c'est depuis 1988. On en est à la 29e COP, c'est ça? Voilà. D'accord. Et on fait toujours rien. Donc, à un moment donné... Non. On ne fait pas rien. On fait pas assez, mais on fait pas rien. Les engagements de l'État au niveau français sont sur approximativement 2,6 degrés d'augmentation de température. Le ministre de la Transition écologique nous dit... Nous devons préparer la France à 4 degrés d'augmentation de température. Il faut accélérer et multiplier par 3 ou par 4 ce qui a été fait précédemment. Non, c'est pas ça. Difficile. C'est qu'il ne faut pas confondre moyenne, augmentation de la moyenne et météo. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement dire là, il fait 32, on va passer, ou là, il fait 38, admettons, on va passer à 42, c'est encore supportable. En réalité, ce n'est pas ça. Là, aujourd'hui, ce que l'on voit en Europe, c'est qu'on peut avoir une augmentation au niveau mondial du réchauffement climatique de 1,1 et avoir des écarts aux températures saisonnières de, par exemple, plus 10. C'est ça? En Europe, je ne pense pas. En Europe. En Europe, au Canada, par exemple, avec le jet stream. C'est-à-dire que plus on monte en latitude dans l'hémisphère nord, plus le changement climatique est marqué. Plus la hausse des températures. Alors c'était un petit peu, moi je voulais quand même essayer d'avoir, parce que je vais donner quelques images, mais on va les passer, mais franchement on va me dire, il est climato-sceptique, c'est pas vrai. Non, mais ce que je disais, c'est que la Guyane, c'est quand même un petit paradis, on va très rapidement. Oui. C'est un petit paradis. Il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de... justement, j'avais dit pas de feu de forêt, il n'y a pas... Bon, ok, tout ça c'est bien. Et puis c'est un beau pays. Est-ce que c'est pas faire un peu de catastrophisme? Vraiment, il y a une alerte climatique à lancer, messieurs, pour conclure. Il y a des vrais enjeux météo déjà actuellement. C'est vrai qu'on est épargné par les cyclones, c'est quand même un grand avantage, mais on a déjà des feux... Pas de tremblement de terre. On a des feux d'espace naturel, on a les savanes qui brûlent... On a l'étiage des fleuves, les grandes crues du Maroni, on a quand même nos enjeux météo. D'accord. Et ces enjeux vont augmenter au cours du 21e siècle. Faites vigilant, il faut quand même rappeler les chiffres. On a détruit 60% du vivant. L'OMS nous dit que nous sommes à l'aube du plus grand génocide de l'humanité. Ah oui. Mon Dieu. Donc la question c'est l'histoire de la fable du lièvre et de la tortue. Nous sommes le lièvre, nous pouvons agir. Et la tortue, c'est le réchauffement climatique. Mais nous n'avons pas commencé à partir. Alors moi, ce que je vous demande,
autour de la table, c'est de faire en sorte d'être les champions de ce changement. C'est Rien par ne exemple, sert de courir. Voilà. premièrement, c'est de faire la fresque du climat. Donc, je vous invite à regarder sur Facebook pour vous inscrire, afin de comprendre les enjeux climatiques, et de taper sur votre moteur de recherche pour savoir comment baisser vos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est justement sur ça qu'on va s'arrêter, parce qu'on n'aura pas le temps de continuer. Je suis vraiment désolé, mais oui, effectivement, on a plein de choses à dire. La Guyane se réchauffe, le monde aussi, et ça fait assez flipper. Voilà, on va faire conclure comme ça. En tout cas, merci beaucoup à Patrick Rançon, prévisionniste de Météo France, et puis également Éric Bourdin, défenseur du climat. C'était notre invité fil rouge. Sur ce, on va se dire bye bye. Avant de partir, on donne rendez-vous, Jean-Claude, pour demain. Paul, demain, on parle de la France-Afrique. France-Afrique, Est-ce voilà. la fin de la France-Afrique? Voilà. Un autre sujet, rien à voir. La question qu'on vous pose, vous pouvez déjà donner vos réponses, pourquoi pas, en passant par le QR code ou sur nos réseaux. Passez une excellente soirée. Bye bye les gars. Communication. C'est rare d'avoir un